André Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme? Voulez-vous nous en donner une définition? Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Alors, est-ce que vous pensez que les formules du surréalisme que vous avez appliquées à l'époque pouvaient avoir une parenté avec les découvertes de la psychanalyse? Elles avaient certainement cette parenté, car elles procédaient d'une sorte de monologue que Freud préconisait comme moyen d'investigation du psychique de ses patients. Il s'agissait pour nous, n'est-ce pas, qui n'étions pas assujettis à une volonté de traitement psychanalytique, de retrouver justement le fil de ces relations verbales, n'est-ce pas, à travers cette sorte de dictée dans laquelle nous voulions parvenir. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que vous avez fait connaître l'écriture automatique, par exemple? Oui, c'est cela. Alors ceci, par conséquent, précédait de 5 années la définition que j'ai citée tout à l'heure. Nous avions donc, Soupeau et moi, rempli un certain nombre de cahiers d'écriture non surveillée, en nous interdisant scrupuleusement de nous relire, ni d'apprécier en cours de route le produit de cette activité. En somme, c'était une réaction contre la raison trop raisonnante. Oui, c'est cela, contre le rationalisme, d'une part, et contre le positivisme philosophique, d'autre part. Est-ce qu'à l'époque même, vous n'avez pas été amené à rencontrer Dada? Oui, c'est-à-dire que nous avons rencontré Dada, Soupeau, Aragon et moi, n'est-ce pas, environ en 1918, au moment où venait de paraître le manifeste Dada 1918, publié par Zara, alors qu'il se trouvait encore à Zurich. Est-ce qu'il y avait une parenté dans vos façons de penser? Il y avait une très grande parenté qui était surtout d'ordre affectif. Parce que ce manifeste, et d'une manière générale, les différents manifestes Dada exprimaient une très grande révolte à l'égard de la société du temps et du système de valeurs qui avait été en cours jusqu'à la guerre. André Breton, vous savez qu'on vous a souvent appelé le pape du surréalisme, et je voulais vous demander si le surréalisme, justement, a une doctrine. Est-ce que c'est un mouvement qui, comme une église, une chapelle, a une doctrine bien définie? Il est inutile de dire que ce mot de pape m'a toujours été opposé en très mauvaise part. Les mots de chapelle ou d'église ne conviennent pas mieux, et ce sont seulement les détracteurs, naturellement, du surréalisme qui reviennent constamment à ce vocabulaire. Ceci dit, il y a tout de même, à la base d'une adhésion au surréalisme, une sorte d'engagement tacite de se comporter selon certaines lois. Ceci concerne aussi bien l'attitude à l'égard des problèmes artistiques qu'à l'égard de certains problèmes sociaux, de certains problèmes moraux. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces engagements? De quel ordre sont-ils? Par exemple, sur le plan moral, quel est l'engagement qui symboliserait le mieux l'attitude d'un surréaliste? Il est assez difficile de le préciser, n'est-ce pas, parce que, en somme toute, il n'existe pas une morale surréaliste qui ait été promulguée. Oui. Il s'agit tout simplement de rester en liaison continue avec les principaux objectifs qui ont été déterminés au départ et qui, très sommairement, pourraient être ramenés à des impératifs sur le plan de la liberté, de la poésie et de l'amour. Et est-ce qu'il y a un rapprochement entre le surréalisme et le surnaturel?
Vous savez sans doute que le mot surnaturalisme avait été proposé par Nerval en des temps lointains. Au moment où il s'est de nouveau préoccupé de découvrir un mot qui convienne à un certain nombre de recherches qui étaient les siennes, Apollinaire aussi s'était heurté au mot de surnaturalisme et l'avait évité, pour éviter justement cette implication du surnaturel à l'intérieur, n'est-ce pas, du mouvement et de l'esprit qui l'animait. Le surréalisme a toujours vécu néanmoins en relation avec ce que nous avons appelé le merveilleux. Ce merveilleux était revendiqué très précisément dans le manifeste de 1924, où il était dit que le merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. Nous avons toujours manifesté la plus grande curiosité de l'activité onirique et des explorations qu'on pouvait faire porter sur elle. Et ce côté de merveilleux dans le rêve nous a toujours retenus et sollicités. Et après 40 ans de surréalisme, André Breton, mouvement qui a été mêlé à la peinture, à la poésie et à la plupart des idées sociales de notre époque, est-ce que vous pouvez en dresser un bilan? Eh bien, je pense que le surréalisme a agi, la critique veut bien nous l'accorder, d'une manière très générale sur la sensibilité du temps. Il est hors de doute qu'un certain nombre de valeurs morales, intellectuelles, s'en sont trouvées très grandement modifiées. Ce n'est pas à moi, malgré tout, d'établir ce bilan, parce que je suis beaucoup trop parti dans cette question pour m'instituer juge. Il me semble néanmoins que la plupart des œuvres qui ont été reconnues pour valables depuis ces 40 ans ont toutes entretenu avec le surréalisme des rapports assez étroits, même lorsque les œuvres en question ne se rattachaient pas à l'orthodoxie proprement dite du mouvement. J'étais bouleversé par les événements de 1932, par les grandes grèves à caractère révolutionnaire de 1932. Et ce fut l'époque aussi où je découvrais le surréalisme. L'émotion que j'ai ressentie à l'occasion de ces grèves de 1932 s'est conjuguée avec ma découverte du surréalisme. Et c'est la conjugaison de ces deux éléments fondamentaux, cependant que peut-être il y aurait-il lieu d'ajouter aussi une chose, c'est que j'avais eu une déception amoureuse. C'est la conjugaison, disons, de ces trois éléments qui m'ont conduit à poursuivre ma vie dans le sens que l'on connaît. Donc, sous le signe à la fois politique et sous le signe poétique. Ô mon pays, tu n'es jamais si beau que par les temps fervents de grève générale, quand toute activité positivement productrice porte la honte des misérables finalités. Alors, la terre dévoile ses mysticités pudiques. La plus rapace des machines à compter le temps désoriente en son repos synthétique et sacré l'implacable boussole des destinées perdues. J'avais abandonné la poésie parce que je considérais qu'elle n'offrait plus d'intérêt. Et c'est par la découverte du surréalisme que le sentiment m'est venu que la poésie n'était pas une chose vaine, qu'elle était susceptible d'enrichir profondément l'homme, et c'est à partir de cette époque que je me suis remis à écrire. C'est au café du Bassin, à 100 pas de chez moi, que je tiens les propos sévères d'une inhumaine vérité. Que j'écris des poèmes criés sur une table d'infortune. C'est là que je fuis mes fantômes, que je retarde jusqu'au plus profond de la nuit le dramatique cri de ma clé introduite dans la serrure de la maison qui pleure.
En 1932, c'est la date du premier manifeste du surréalisme. C'est le moment où précisément Breton accomplissait la synthèse importante, et ce n'est pas par hasard que c'est en 1932 qu'il a pu réaliser cette synthèse. C'était l'époque où l'hegelianisme commençait à être connu en France. C'est l'époque où le freudisme était découvert aussi. C'est l'époque aussi qui suit immédiatement la grande révolution soviétique de 1917. Et enfin, pour faciliter cette synthèse, Dada était intervenu avec son esprit négateur à nettoyer tous les chemins de la pensée, de la liberté complète et totale de penser, par son anarchie et par sa négation radicale et totale, de telle manière que, cependant qu'il faut toujours reconstruire sur les ruines, Breton a surgi au bon moment en réalisant cette synthèse donc, qui s'est traduite dans le premier et le second manifeste du surréalisme. Mais dans ces manifestes, d'ailleurs, il indique combien le surréalisme n'est pas né d'aujourd'hui, que le surréalisme est pratiquement éternel, qu'il durera toujours, et dans précisément les manifestes, il rappelle des quantités de noms dont il dit que l'on peut considérer ces gens comme surréalistes avant la lettre, avant que la doctrine n'ait été formulée nettement à la manière dont Breton l'a formulée. Très exactement, le groupe Rupture a été fondé en 1934. Et c'est une histoire extrêmement curieuse. Le groupe Rupture s'est fondé à Anne-Saint-Paul chez un ami, Albert Ludé. Il y avait naturellement André Laurent, il y avait Marcel Parfondry et il y avait moi. La caractéristique du groupe Rupture, c'est qu'il était constitué par un réseau d'amitié, situé principalement à la Louvière, et qui petit à petit s'est élargi par la présence d'Arven, qui était du pays de Charleroi, par la présence de Moustier, de Van de Spigue, de Lefranc, qui était de Mons, par la présence d'Armand Simon, qui était Borin. La caractéristique du groupe Rupture, donc, c'est d'être un groupe surréaliste, mais un groupe provincial. Si nous étions en France, nous dirions un groupe départemental. Toute falaise aime son océan. Et en 1934, nous avons publié, en 1935, nous avons publié un cahier de rupture où nous déclarions adhérer officiellement au surréalisme. Donc tous nos amis de la province du Hainaut. Et c'est en 1935 aussi, d'ailleurs, que nous organisions, grâce à l'aide précieuse d'ailleurs de E.L.T. Meusens, une exposition surréaliste très importante à la Louvière. Je crois même pouvoir assurer qu'elle fut la seconde exposition internationale du surréalisme. Elle a eu lieu à la Louvière, et au sommet de la dite exposition brillaient tous les noms devenus célèbres aujourd'hui: Hart, Chirico, Dali, Meusens, Magritte, Bronner, etc. Nous avons en 1950, ou autour, peut-être 51, peut-être 52, créé l'Académie de Montbéliard. Nous avions trouvé une petite maison dans la Thiérache, entre Chimay et Beaumont, petite fermette, petite ruine plutôt, dans un paysage superbe, très vert, très vallonné. Et nous allions y passer presque tous nos week-ends. Et là, ces week-ends étaient occupés par de l'écrit. On s'amusait, dans le fond, en vacances, à prendre un petit peu la littérature en dérision, et l'art aussi, jouant d'ailleurs volontiers des pseudonymes. Le pseudonyme est une carapace intéressante à utiliser, parce qu'elle vous permet d'écrire des choses que vous n'oseriez pas écrire sous votre nom, du moins les signer et les publier. Je pense, on s'amusait à écrire des poèmes dans le style le plus académique qui soit, le plus officiellement bête, sur des sujets dérisoires. La vache, on est entouré de ce délicieux mammifère, donc on en profitait pour l'observer. Vache sacrée dans nos prairies, le ton, le style, c'était bucolique, mais à grande gueule. Le cadavre exquis, bon, les tracts. Nous sommes amusés à surtout écrire de faux tracts, ou des espèces de faux tracts, des antitracts. Souvent sous le titre d'ailleurs, les curés exagèrent. Parce que ça a un côté percutant, mais il n'était jamais question de curé dans nos quelques lignes. Bon.
ça, c'était l'esprit. Et cet esprit, ben, il a plu un certain nombre d'amis. Parmi les premiers, Marcel Avrène et Paul Collinet, tous deux sortis du surréalisme révolutionnaire, du Ciel bleu aussi, qui avait été écrit par Dautremont et Collinet, et de Cobra. Et les uns amenant les autres, dès le premier numéro, Alechinski participe parce que, je dis le premier numéro, parce que comme nous avions une ferme, plutôt une ruine, il était bon de la glorifier, et on en a fait une académie, l'académie de Montbliard, car le patelin était Montbliard, un joli nom d'ailleurs, où le mohair était quand même encore à sa place. Et comme nous avions une académie, ben, il fallait avoir une pensée. On a créé la pensée boule, qui est devenue la pensée bulle, la boule étant d'ailleurs une forme, un volume cher à Bury, qui dans son art et dans le mouvement allait jouer un rôle très important. Et comme nous avions une pensée, mais il fallait une revue pour la diffuser, ce fut le Daily Bull, ou Daily Bull, moniteur de l'Académie de Montbliard, moniteur de la pensée boule et de l'Académie de Montbliard. Et le premier numéro est sorti en 1957, nous sommes en 2009, le Daily Bull existe toujours alors qu'on croyait que ce serait une aventure tout à fait éphémère, qui est partie comme un jeu et qui est resté en grande partie d'ailleurs un jeu, mais avec des facettes parfois plus sérieuses, plus sévères, plus audacieuses aussi. Ce qui nous plaisait et nous plut à travers cette aventure du Daily Bull, je simplifie beaucoup, c'était de brouiller certaines pistes, de mêler chez certains artistes la plume et le pinceau, éditer des textes de peintres et des images d'écrivains, mêler les genres, mêler les styles, et puis bon, de jouer aussi par voie de tract ou par voie d'enquête, tout un jeu assez stimulant. Et très rapidement, en dehors de Cobra, vont nous rejoindre des gens de Fantomas, on a vu, je ne dirais pas d'avant-garde, mais qui allaient participer à l'aventure de la Belgique sauvage, de Fantomas, de temps mêlé, la pataphysique. La caractéristique du mouvement Daily Bull, celle que je vois moi en premier, est d'être à la fois un mouvement régional, ou plus exactement un groupe, si l'on peut les qualifier ainsi, tout autant qu'un mouvement international, puisque la position de Paul Bury, qui était ensuite parti à Paris, qui a connu le succès que l'on sait, a permis d'ouvrir en quelque sorte les possibilités d'édition. Alors, est-ce que c'est un groupe? Ça, c'est une autre question. Je dirais que c'est plutôt un courant, et qu'il y a, à mon sens, de grandes différences avec le surréalisme, dans le sens où on a parfois eu tendance dans le surréalisme à, comment dirais-je, à réduire, à limiter, à chercher le plus petit commun dénominateur. Nous nous trouvons dans le Daily Bull, au fond, dans quelque chose qui est plus proche de l'amitié et de l'affinité élective que de la théorie simplement, et se trouver avec des personnalités aussi diverses comme les montre par exemple la collection des Pockets volantes, qui est sans doute la chose qui demeurera dans l'histoire du Daily Bull comme la plus belle entreprise. Alors, est-ce que maintenant le Daily Bull est surréaliste? Ça, c'est pas à moi de décerner des médailles ou des cachets. Je pense que le Daily Bull est au fond un peu comme un petit-neveu du surréalisme. C'est vrai qu'il y puise des racines et la légitimité de Paul Bury est là pour le montrer. Mais nous avons par-delà ça précisément une volonté de ne pas se laisser enfermer dans des théories trop restrictives et de jouer avec un certain humour qui est plus particulièrement prisé chez nous. Donc d'éviter ce côté grave qu'avaient parfois les surréalistes et ce côté mot d'ordre, restriction. Donc je pense que le Daily Bull provient du surréalisme, mais comme le jet provient d'un poirier, par exemple, qu'il est à sa base ou qu'il peut s'en échapper, on a parfois de curieuses ramifications, et en ce sens, il ressemble
à sa façon à d'autres mouvements comme Fantomas, comme Phase, qui procèdent du surréalisme tout en ne voulant pas y adhérer complètement. À ceci que la dernière fois que j'ai déjeuné avec Paul Bury à Paris, un peu avant sa mort, nous étions en tête-à-tête pour un projet qui ne s'est pas réalisé. Bury m'a dit cette phrase que j'ai notée tout de suite parce qu'elle était assez étonnante au fond. Il m'a dit, au fond, je n'ai jamais cessé d'être un surréaliste. Et ça m'avait touché dans son système de pensée et dans son œuvre, autant écrite que littéraire. C'est d'avoir gardé peut-être une certaine fidélité à ce qui était ses attachements de jeunesse, à sa façon sans doute, et on pourrait voir peut-être aussi quelque chose d'assez surréel ou d'assez irréel, je ne sais comment il faut le poser, dans ces machines, dans ces boules qui se déplacent lentement, dans ces boules volantes. Au fond, je n'ai jamais cessé d'être un surréaliste. C'est autour de l'année 1958 que, dans un discours qui mobilise encore bien des mémoires, l'académicien Paul Bury, du haut de notre tribune, orné en la circonstance de végétaux exogènes hypogynes, à fleurs dichlamidées, à pétales nus, placenta axile et graines caronculées. Que disais-je? L'académicien Paul Bury lançait de sa voix teintée de narquoiserie audacieuse ces mots. 2 points. Disait-il. L'incompréhension fut toujours le sort des grands novateurs. Soyons d'abord incompréhensibles. Ensuite, nous serons grands. Et un jour, dans toutes les villes du monde, nous visiterons tous les estaminets des rues qui porteront nos noms. Et d'un geste souple, ajoutait-il, ce sera une ivresse bien méritée. Si la plupart des amateurs de surréalisme de la région du centre associent le mouvement du Délibule à la ville de la Louvière, ils sont beaucoup moins nombreux à connaître le lien qui unit le Délibule à Montbliard, un petit village de la Botte du Hainaut. Et pourtant, c'est bien là, dans une fermette, que les fondateurs du mouvement, tels que Paul Bury et André Balthazar, ont développé la pensée bulle. Le Délibule est né à Montbliard au début des années 50 et il est né à Montbliard à travers la création de l'Académie de Montbliard. Académie, pourquoi? Tout simplement parce que les fondateurs, Paul Bury, André Balthazar, auxquels vont s'adjoindre Achille Savet, André Ludet et d'autres, vont vouloir faire sur le ton humoristique, un peu sarcastique aussi,
une sorte de pied de nez à l'Académie française, à l'Académie royale de Belgique, et donc pourquoi ne pas créer l'Académie de Montbéliard à l'époque, village tout à fait inconnu, hein. Nous sommes dans l'immédiat après-guerre. Un riche passé culturel que les habitants de Montbéliard ont eu tendance à oublier au fil du temps. Mais une poignée de passionnés ont décidé de remettre le délibule et son escargot emblématique à la place qu'il mérite, à travers une exposition mise sur pied il y a 2 ans tout d'abord, et désormais grâce à une trace permanente dans le village. Le pas qui a été fait cette fois-ci, c'est que l'administration communale, le Mailleur, a lui-même découvert il y a 2 ans dans notre exposition qu'il y avait toute cette richesse avant, et il a proposé de fixer ça en créant une rue des Libules. Et puis l'idée a évolué, de rue des Libules, on est venu à Square des Libules, et puis il arrange chéri, puisqu'il y a une salle, pourquoi pas aussi salle des Libules, donc on a ensemble fait ça. Pour compléter le tout, la confrérie de l'escargot de Montbéliard a également vu le jour. Une confrérie au sein de laquelle on trouve Yves de Bruyne, le coordinateur du centre Délibule de la Louvière, ravi de cette mise à l'honneur du mouvement à Montbéliard. Revoir ça, c'est tout à fait étonnant pour nous parce qu'en nous occupant des archives du Délibule à la Louvière, on a évidemment les archives de la naissance de l'Académie de Montbéliard où on retrouve aussi les éditions puisque au tout départ, ça s'appelait les éditions de Montbéliard et puis seulement les éditions du Délibule. Des collaborations entre Montbéliard et la Louvière se maintiendront à l'avenir. Une exposition itinérante est d'ailleurs déjà programmée. L'exposition qui est chez nous pour l'instant, qui s'appelle Les Ruelles de la Création Bulle, qui a lieu donc à la Louvière au centre Délibule et qui montre les plus belles pièces des archives du Délibule, va circuler, viendra au musée du marbre de Reims, musée de marbre à Reims en juillet, et puis après va encore circuler jusqu'à Tamines. Ça sera alors à ce moment-là pour le mois de novembre à l'Académie des Beaux-Arts. 60 ans après son apparition, l'escargot du Délibule est donc de retour dans son village de naissance et compte bien s'y installer durablement.